Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale Grand Débat diffusée à la fois sur le réseau France Bleu et sur France 3 Franche-Comté, vos médias de service public en région engagés au service du débat public. Bonjour David Mal, ensemble avec nos invités, on va évoquer dans la demi-heure à suivre l'avenir de nos services publics en région. Bonjour Jérémy Chevreuil. En effet, pendant une demi-heure, on va parler des services publics dans la région Franche-Comté, avec évidemment un focus sur la santé, sur les transports, sur l'éducation. Et en plateau, avec nous et sur France Bleu et sur France 3, nous accueillons Michel Antony. Bonjour. Bonjour. Michel Antony, vous êtes le président du comité de vigilance pour le maintien des services publics à Lure et à Luxeuil-les-Bains. Bonjour à vous. Gilles Bédère, bonjour. Bonjour. Vous êtes également avec nous pendant cette demi-heure. Vous êtes le maire radical de Salins-les-Bains. Bonjour. Nous sommes également avec Marc Paulin. Vous êtes infirmier au CHU de Besançon. Vous êtes blouse blanche, gilet jaune. Vous êtes également insoumis et vous êtes syndicaliste à Sud Santé au CHU de Besançon. Bonjour Marc Paulin. Bonjour. Et bonjour Éric Alauzet. Vous êtes le député de la majorité La République En Marche, élu du Doubs. Bonjour Éric Alauzet. Bonjour. Une première question, d'abord pour Michel Antony. Les Gilets jaunes ont beaucoup parlé d'injustice sociale. Vous, ça fait des années, vous vous battez pour le maintien des services publics. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, il reprend vos mots d'ordre, vos revendications d'après vous ? Alors il les reprend partiellement. Il reprend en tout cas en termes d'égalité territoriale et en termes de jonction avec l'égalité sociale. Il faut bien comprendre ce que c'est que la disparition des services publics. C'est ce que j'appelle la double ou la triple peine. Les gens perdent leurs services publics, les hôpitaux dans les principaux services, les guichets de gare, les trésoreries, certaines sections d'éducation. Dans notre secteur, sur Lure, c'est depuis 20 ans la norme quasiment tous les 2 ans. Les gens n'ont plus rien. Donc il y a une désertification du secteur, il y a une difficulté d'y vivre. On est obligé de se déplacer. Comme les transports publics dans le même temps sont en déshérence, on est obligé de prendre la voiture. Si on prend la voiture, on a les frais de carburant, on a les taxes nouvelles, on a, quand il y a des autoroutes, il n'y en a pas trop chez nous, on a les péages en plus, on a forcément des amendes en se déplaçant, on a des pertes de temps, on a les pertes de chance, comme disent les médecins, parce qu'il y a le risque sur la route. Ça, c'est la deuxième peine. La troisième, c'est quand on arrive dans les centres de regroupement, et bien là, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans des files d'attente, on paye les parkings de plus en plus dans les hôpitaux, dans les autres lieux, et donc on n'arrête pas de payer. Et on est en train de désespérer les gens. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas pourquoi il y a le mouvement des Gilets jaunes, c'est pourquoi elle n'a pas éclaté plus tôt. Parce que la désertification, elle est en cours depuis 30 ans aujourd'hui, les destructions de services sont en cours depuis plus de 30 ans, et on pousse de plus en plus les gens à se regrouper dans des grands centres où ils n'en peuvent mais, où ils sont dans des difficultés en plus de transports locaux. Gilles Bédère, la situation décrite par Michel Antony en Haute-Saône, elle est la même dans le Jura. Vous aussi, vous êtes confronté à cette désertification ? On a les mêmes problèmes à peu près partout. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a un État schizophrène qui nous pousse à revitaliser nos territoires ruraux en faisant des efforts pour faire revenir du monde, habiter dans nos campagnes un petit peu reculées, et dans le même temps, et j'oserais dire en même temps, on nous supprime des services publics. Moi, à la ville de Salins, la trésorerie a fermé, donc maintenant il faut aller à Poligny. J'ai par exemple mon centre thermal qui a des liquidités. Avant, on pouvait les porter à la perception. Aujourd'hui, il faut payer un transporteur de transport de fonds. Ça pèse sur les finances de la ville. Et puis, on ne va pas aussi se cacher. Il y a un désengagement de l'État et qui compte sur les maisons des services au public pour reprendre certaines missions sans nous en donner les moyens. Ça incombe à l'intercommunalité. Ça a un coût qu'on ne peut pas toujours assumer. Alors, Marc Paulin, vous êtes vous infirmier, vous travaillez à l'hôpital, vous êtes blouse blanche et gilet jaune. Là, nos deux interlocuteurs, et Michel Antony et Gilles Bédère, ont parlé manque de services publics. Mais les gilets jaunes, puisque vous en êtes, ça n'est pas qu'une revendication de service public. Il n'y a pas que ça, d'après vous. Ça n'est pas que du service public, toujours plus de services publics. Alors je crois que la question du service public par les Gilets jaunes n'est pas directement posée. Et pourtant, dans les réclamations, on réclame plus de justice sociale. Et la justice sociale, peut-être que c'est justement plus de services publics sur le territoire, comme vient de l'expliquer M. Antony, ou le maire de Salins, ça me paraît une évidence, et plus de services publics, de compétences dans les centres qui en font partie. Et moi, si je suis gilet jaune, et si je suis blouse blanche, c'est pour dénoncer ça. Aujourd'hui, on prend conscience que les services publics ont une utilité publique et l'utilité sociale. L'injustice sociale, elle peut être résolvée par un service public performant. Et aujourd'hui, le service public ne l'est plus, notamment les blouses blanches. D'où
le collectif qui s'est créé de blouse blanche, qui va du médecin jusqu'à la SH et encore aux aides à domicile, pour rejoindre les Gilets jaunes depuis l'appel du 25, ce 25 janvier, où nous avons décidé d'arrêter de nous plaindre dans nos services, de subir ce qui pour nous n'a plus de sens, de fabriquer du soin à la chaîne alors que nous avons notre estime de nous, c'est de donner du soin de qualité. Nous ne pouvons plus le faire et donc nous avons appelé le 25 à rejoindre, que les blouses blanches mettent une blouse blanche qui n'est pas n'importe quelle blouse. Si vous la regardez bien, c'est la blouse d'opérer, la chemise fendue que nous remettons à nos clients quand ils arrivent à l'hôpital pour leur signifier qu'ils sont bien malades. Eh bien nous la mettons car les soignants, les blouses blanches, nous avons le blues, nous sommes malades et nous avons décidé d'aller dans la rue dire que nous soutenons et que nous participons pleinement au mouvement des Gilets jaunes. Éric Alauzet, vous êtes député de la majorité. Vous avez entendu, comme nous, le sombre tableau décrit par les trois autres invités sur ce plateau. Avant la crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait déjà engagé la réflexion autour d'une réforme du service public. 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires d'ici la fin du mandat. C'est un objectif fixé par le président de la République, rappelé encore il y a quelques jours par le secrétaire d'État en charge de cette question, Olivier Dussopt. Est-ce qu'il faut maintenir cet objectif ? Si vous me permettez d'aborder le sujet un peu différemment. Vous avez entendu les trois intervenants qui traduisent assez bien ce qu'une bonne partie de notre population constate, vit au quotidien. Donc, une insatisfaction concernant les services publics, la santé, l'école, la police, etc. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? De l'autre côté, un pays qui est parmi ceux au monde qui dépensent le plus pour sa fonction publique. Il y a quand même un problème. Peut-être qu'on a un problème d'allocation, c'est-à-dire d'orientation de la dépense publique qui n'est peut-être pas tout à fait pertinent. Autrement dit, on a quand même gonflé, je vais faire un petit peu simple, l'administration centrale, et au bout de la chaîne, au contact du public, les aides-soignants, les infirmiers dans les hôpitaux, les enseignants dans les établissements d'enseignement, les policiers au contact de la population, où là, effectivement, on a parfois réduit ou encombré ces salariés de tâches peut-être qui n'étaient pas centrales. Donc, il ne faut pas juste raisonner en plus ou moins de fonctionnaires, c'est le fonctionnaire ou le service public en général, il y a le service public, service au public, au bon endroit. Et je crois qu'il faut maintenant regarder la réalité en face. Moi, j'ai consacré mon rapport, puisque je suis rapporteur pour avis de la sécurité sociale, et j'ai auditionné beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants, etc. Je connais, et puis professionnellement, je suis confronté. Donc je connais assez bien la situation, notamment celui des aides-soignantes dans les EHPAD, où véritablement, il y a une insuffisance. Alors, de fonctionnaires, c'est pas que du privé, il y a que du public, il y a du privé aussi. Donc, c'est une question de l'allocation, de la direction dans laquelle on flèche l'argent public pour aller au cœur, près des gens, ce qu'on appelle le front office. Peut-être qu'il faut faire des efforts sur le back office, sur l'arrière, sur l'administration centrale, mais faire des efforts au contact du public. Ça peut être le milieu rural, bien entendu, sur les différents services, mais aussi les fonctions publiques centrales dans les capitales, comme le CHU pour l'hôpital. Alors, Éric Alauzet, vous êtes député d'une majorité qui dit il ne faut pas nécessairement plus de fonctionnaires, pas plus de services publics, mais un meilleur service public. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Là, on est sur France Bleu et sur France 3, on est entre nous en Franche-Comté. Gilles Bédère, est-ce que vous êtes en capacité d'entendre ça ? Il ne faut pas plus de services publics, mais un meilleur service public. Je suis tout à fait capable d'entendre qu'il faut un meilleur service public, à condition qu'on parte des besoins du terrain et qu'on ne soit pas malheureusement tributaire de décisions prises par des technocrates à Paris qui ne viennent jamais nous voir sur le terrain et qui ne prennent pas forcément en compte les réels besoins du terrain. Est-ce que ce n'est pas une critique facile, simpliste, qu'on entend partout en France ? Ça, c'est la photo technocrate parisien. Non, je pense que ce n'est pas simpliste. Quand on a, par exemple, je vais vous prendre l'exemple du lycée de Salins, une filière, c'est très bien de vouloir spécialiser les lycées. Mais ce qui est valable à Paris, c'est la réforme en cours pour la rentrée prochaine. C'est très bien de vouloir spécialiser, mais vous êtes à Paris, vous faites une filière au lycée Henri IV et une autre au lycée Louis-le-Grand, il y a 150 mètres d'écart. Nous, la même chose, c'est 50 kilomètres. Comment est-ce qu'on peut faire la même réforme à Paris, à Lyon ou à Marseille et l'appliquer dans un territoire qui n'a pas la même densité, qui n'a pas les mêmes moyens de transport ? Ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte la ruralité dans les décisions. Et on ne peut pas faire appliquer des décisions uniformes partout.
de la même façon. Michel Antony, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous considérez être un meilleur service public ? Je rappelle que vous venez d'une ville où on a manifesté pour garder une prison, ce qui est assez étonnant. Les gens qui ne connaissent pas la situation locale, ça les surprend toujours. Mais voilà, à Lure, les gens sont sortis dans la rue pour demander le maintien d'une prison. Le débat, il est simple, hein, c'est partir des besoins. Qu'est-ce qu'ont besoin les gens ? Ils ont besoin d'avoir une présence des collectivités territoriales ou de l'État à leur service. Donc il faut maintenir ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas envie de se déplacer en permanence. Et quand on a attaqué la prison de Lure, quand Mme Taubira nous a fait le plaisir de venir sur Lure, elle était stupéfaite justement de la manifestation qu'on avait organisée avec mon comité, des gens qui se battent pour une prison. Pourquoi ? Parce que les gens ont très bien compris que ce n'est pas l'enfermement pour lequel on se battait, mais c'était le dernier service public qui restait digne de ce nom dans le secteur, et c'était plus qu'un symbole. Et si on doit partir des services publics, par rapport à ce que disait M. Alauzet, ça fait 30 ans quand même que les gouvernements nous disent ça, que c'est un problème de gestion, que c'est un problème d'organisation. Or, on a supprimé, on a taillé dans le vif en permanence. On n'a pas tenu compte des démocraties locales. La démocratie, par exemple, c'est nos amis de Saint-Claude qui viennent de la mener, avec le référendum à propos de leur maternité. Ils ont touché quand même une trentaine de communautés qui sont tous ceux qui se sont déplacés sur 99% pour le maintien de la maternité. Quand on a fait le référendum à Lure, qui était à l'origine de la création de la coordination de défense des hôpitaux maternités de proximité avec Saint-Afrique à l'époque, on avait ramené presque 15 000 personnes, plus de la moitié du corps inscrit, 99% des gens voulaient des urgences. Et pourtant, Michel Antony, il y a la moitié des Français Ouais. qui veulent qu'on réduise le nombre de fonctionnaires. Oui, mais je ne parle pas de fonctionnaires, là. Moi, je parle d'un service. Après, si vous voulez, ça, c'est un argument qui est hyper facile. On n'est pas là pour débattre sur des statistiques, on est là pour débattre sur des besoins. Après, c'est aux élus, puisqu'ils sont en charge, de trouver les moyens de faire au mieux pour y subvenir. Mais il ne faut pas d'abord gérer la pénurie, puis dire, oh là là, on n'a plus assez de... Quand on a été voir le responsable ARS, il nous dit, ben oui, il nous manque 100, 200 urgentistes, donc forcément, les urgences de nuit, on va les fermer partout, les SMUR, on va les fermer partout, et puis on va réduire des urgences. Et on va laisser dans la misère et dans la déshérence les gens de Grès, les gens de Saint-Claude ou les gens de Lure sur le problème, quoi. Et ça, c'est pas acceptable, parce que c'est un débat de type politique qu'on entend depuis 30 ans aujourd'hui. Et je pense que le ras-le-bol des Gilets jaunes aujourd'hui s'exprime, c'est aussi par rapport à ça. Gilles Bédère, vous qui êtes maire de ça, là, on est sur France Bleu et sur France 3, vous avez l'habitude de dire, nous les petites villes, on fait tout, on se bat, on essaye de maintenir des services attractifs pour être justement une petite ville qui peut résister dans le grand monde des métropoles. Est-ce que vous partagez l'avis de Michel Antony, dire on a organisé cette désertification ? Deux choses. La première, je pense qu'on a des fonctionnaires de grande qualité, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. Moi, je leur rends hommage. Donc, l'image du fonctionnaire qui est là, qui regarde sa montre, c'est pas vrai partout. La deuxième chose qu'il faut quand même dire, que pour nous, les villes, on a quand même subi une baisse des dotations globales de fonctionnement depuis 4 ans, sévère. On est à l'os, là. On a fait quand même des efforts. On ne représente que 10% de la dette, les petites villes comme nous. On a fait, sur le bloc communal, 14 milliards d'économies en 4 ans qui ont été effacées en une journée, puisqu'on a lâché 10 milliards pour calmer l'agitation sociale. Alors moi, de mon côté, je me dis, 4 ans d'efforts pour être ruinés en une seule journée, où est la cohérence budgétaire ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les villes comme Salins, on est obligé de pallier, bien entendu, autant qu'on peut. Mais il y a un moment, je vous le répète, nos budgets sont à l'os. Éric Alauzet, que répondez-vous à votre voisin qui gère une administration? Je précise, vous êtes aussi élu municipal à Besançon. Vous connaissez aussi ces problématiques de budgets municipaux. Effectivement, les maires, dans leur très grande majorité, se plaignent de faire d'immenses efforts avec peu de retours et beaucoup de pression de l'État. Tout le monde a été mis à contribution, les collectivités locales l'ont été, les administrations de la sécurité, c'est 6 milliards ça, la ponction sur les communes, oui, c'est pas 14 milliards, et ça s'est arrêté, vous le savez, cette année, hormis pour les grandes villes auxquelles on continue à demander un effort. Pour les 316 villes. Donc un effort a été demandé à tout le monde, à la sécurité sociale également, à l'État. C'est l'État qui va faire les plus gros efforts dans les années qui viennent maintenant, après avoir effectivement sollicité beaucoup les collectivités locales. Mais j'étais ce matin avec un artisan qui venait me montrer les feuilles de paye de ses salariés, salaire net d'un de ses boulangers, 1 400 €, ça lui coûte 2 900 €.
Donc quand vous disiez les Français veulent qu'on réduise le nombre de fonctionnaires, etc., et les Français, effectivement, il y a eu la question des impôts, des taxes, et ils regardent comment éventuellement les dépenses publiques, et pas que, les dépenses publiques pourraient peser moins sur leur budget. Mais très majoritairement, les Français pensent que l'argent des impôts est mal utilisé. Alors voilà, donc je vous disais tout à l'heure qu'il fallait sans doute recentrer l'activité sur le front office, au contact du public. Il y a aussi des économies à faire. Moi qui suis médecin, je peux vous dire que les examens redondants en médecine, qu'on répète et qu'on répète, parce que le dossier médical partagé n'existe pas encore, et il n'y a pas de suivi, que les examens inutiles aussi, c'est une dépense qui ne pénaliserait personne, bien au contraire, parce qu'en plus, on crée de la iatrogénicité. C'est-à-dire, parfois, quand on est hospitalisé trop longtemps, on peut avoir des effets liés à l'hospitalisation elle-même. Sans doute, Éric Alauzet, mais Marc Paulin, qui est là en plateau, pourrait dire également que si les gens font de multiples examens, c'est parce qu'ils ont attendu pendant des mois et des mois, qu'ils n'ont pas trouvé de spécialiste, c'est parce qu'il n'y a pas de coordination. Non, pas du tout. C'est parce qu'il n'y a pas de parcours de soins, qu'il n'y a pas de suivi à travers un dossier médical. Je vous assure, j'ai travaillé depuis des années ces questions. Il y a beaucoup d'économies à faire en santé qui ne pénalisent pas les gens. Qui ne pénalisent pas. S'il y a des économies à faire dans le monde de la santé, moi je ne suis pas pour qu'on dépense à tout va. Mais parallèlement, j'aimerais bien qu'on rémunère à plein va les gens qui donnent d'eux-mêmes pour faire fonctionner, parce que c'est eux qui font fonctionner l'hôpital et qui le tiennent debout, ils sont largement au-dessus de leur si on veut plus de personnel, d'infirmiers, d'aides-soignants, moi ce matin j'ai travaillé avec une ASH qui travaille à 1200 €. C'est quoi une ASH, excusez-nous? Une ASH, c'est une personne qui le matin vous donne le petit déjeuner, vous demande si vous voulez un pain avec du beurre et de la confiture de fraises. Ah ben non, attendez, je vais aller chercher de la confiture de myrtille parce que vous préférez la confiture de myrtille. Ce sont ces gens-là ensuite qui vont aller dans les chambres pour entretenir les locaux, balayer, etc. Dès qu'il y a un petit problème, c'est eux qu'on appelle. Ils sont corvéables à merci, parce que maintenant, on les déplace de service en service. Ces gens-là, ils gagnent en début de carrière. Ils sont tous contractuels maintenant, quasiment. Donc, largement corvéables. 1200 € net par mois. Ils n'ont pas l'aide de leur employeur pour payer la moitié de la mutuelle, puisque maintenant, il faut une mutuelle. Ces gens-là sont des travailleurs pauvres. Ils sont dans la rue. Mais il faut une solution concrète. Et moi, je suis surpris de voir des collègues qui sont comme ça. Donc, faire des économies, à un moment, c'est sûr qu'on avait parlé d'argent. Moi, je veux dire, le mouvement des Gilets jaunes, il a au moins eu un mérite assez grandiose à mes yeux, c'est qu'il a remis en perspective les discours que vous avez pour réclamer quelques petites sommes, alors qu'on dépense ou on ne va pas chercher l'argent qui est évadé fiscalement. On parle de 100 milliards €. Et oui, monsieur Alauzet, 100 milliards, on en fait les choses. Vous avez doublé le CICE de 20 à 40 milliards. Je connais l'évasion fiscale. Alors que ce sont les plus grosses entreprises qui débauchent les autoroutes, moins 6 000 emplois, et ils touchent des dizaines de millions d'euros. Carrefour, exactement pareil. Donc l'argent, ok, c'est un souci. Mais ce n'est pas le principal, parce que l'argent, il y en a. Le souci, c'est peut-être de se reposer la question philosophiquement, qu'est-ce que c'est que le service public ? Pour la santé, moi je vous le dis clair et net, mais quelle plus grande injustice de devoir, de ne pas être égaux devant la maladie. Eh bien aujourd'hui, en 2019, monsieur Alauzet, avec les politiques qui ont été menées de ministre en ministre, nous ne sommes plus égaux devant la maladie. Nous ne sommes plus égaux devant la maladie et nous n'y sommes plus encore plus maintenant avec des mutuelles que nous devons payer, que nous devons peut-être même additionner. Il nous faut 2 mutuelles, 3 mutuelles. Mais comment on fait ? Et dans le futur, on va s'arrêter où? Mais Monsieur Alauzet, on dépense beaucoup d'argent. On cotise beaucoup. On dépense mal. En France, et vous ne savez pas aller chercher l'argent là où il est. Alors, pour la santé, justement, il faut recentrer. Éric Alauzet, une réflexion qui va un peu dans le sens de Marc Paulin, parce que c'est aussi un sentiment largement partagé. Une réflexion d'Éric: les grandes entreprises paient très peu d'impôts, il y a la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, les niches fiscales, le CICE. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Comment répondre à ce sentiment, encore une fois, largement partagé, qu'on ne demande des efforts qu'à certains? Je connais particulièrement le sujet de l'évasion fiscale. J'ai passé tout mon mandat à travailler sur ce sujet-là. Je sais quels progrès ont été faits. Je sais les progrès qui restent
à faire. Il n'y a sans doute pas 100 milliards. C'est une facilité de dire 100 milliards, parce que comme ça, l'évasion fiscale progresse. On claque des doigts. D'année après et année, il y a malgré plus de votre problème. Ça y est, travail. on a 100 milliards, il n'y a plus de dettes, on finance tout l'hôpital, l'école. Non, c'est pas ça la réalité. La France est en pointe, est un des pays les plus en pointe. L'Europe avance parce que les États, ils ont peur aussi. Ils sentent bien ce mouvement de poujadisme, d'extrême droite qui arrive parce qu'ils n'arrivent pas à financer les services Gilets jaunes publics. ont, comme disait Marc Paulin, reposé cette question de la justice. Regardez, pour la par santé, exemple, quand on entend Bruno Le Maire parler d'une taxe sur les GAFA, on sent bien que le ministre dit tiens, il y a un sujet là. Alors, quand bien même, avant les députés pouvaient travailler sur cette question, on sent qu'il y a cette volonté de redonner quand même un sentiment de justice. C'est 500 millions d'amendes sur les GAFA. C'est la France qui est en pointe. Je rigole, par rapport à ce qu'ils gagnent et ce qu'ils ont fraudé. C'est la France qui est en pointe sur ce sujet. Il faut l'unanimité en Europe pour prendre une telle décision. Il y a 4 pays, et toujours les mêmes, l'Irlande, le Luxembourg, Chypre, qui ne veulent pas y aller. Mais c'est la France qui est en pointe. Allez, il nous reste la France qui dépense le plus pour sa santé. On s'éloigne à peine du cœur du sujet. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Mais avec le système privé. Notre ami a là où on va. Attendez, si tout le monde parle. On est sur France Bleu et sur France 3. Nous sommes avec Michel Antony, président du comité de vigilance pour le maintien de service public, avec Gilles Bédère, maire de Salins, avec Marc Paulin, infirmier au CHU de Besançon, et avec Erika Lozet, député de La République En Marche. Gilles Bédère, vous dites ça me fait doucement rire quand j'entends le ministre dire on va aller chercher 500 millions d'euros chez les GAFA. Mais quand vous regardez le chiffre d'affaires des GAFA et qu'ils prennent 500 millions, c'est quoi ? C'est 3 minutes de leur chiffre d'affaires journalier ? On plaisante là. C'est très bien de le faire, mais c'est une plaisanterie, 500 millions. Je crois qu'il faut quand même reposer le débat, parce que là on est en train de parler comment on fait pour faire des économies. Moi j'aurais plutôt tendance à dire comment est-ce qu'on s'en sort de tout ça ? Comment est-ce qu'on récupère de l'argent pour que nos services publics fonctionnent ? Le problème essentiel, c'est la dette colossale de l'État français. Moi, en tant que maire, demain, je présente un budget en déséquilibre. Je suis mis sous la tutelle de l'État qui, lui, se permet des déficits budgétaires chaque année. Ça veut dire que c'est comme si, à l'école, le dernier de la classe contrôlait et corrigeait le bon élève. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait maintenant, financièrement. Vous avez un homme qui s'appelait Antoine Pinet, quand il est arrivé en 1958. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé un grand emprunt national. Vous avez un pays qui s'appelle le Japon. Je pense que vous connaissez ça, M. Alauzet, qui a un déficit budgétaire bien supérieur à celui de la France et qui n'a aucun problème. Tout simplement parce que la dette des Japonais appartient aux Japonais. Tout simplement. Et ils n'ont pas de problème de marché extérieur, de taux d'intérêt qui monte et qui nous fait payer des intérêts supplémentaires. Le rapport au travail est légèrement différent. Michel Antony, il faut prioriser les services publics. J'aimerais qu'on y revienne parce faudrait que centrer le débat parce qu'on n'est pas là pour débattre des finances et tout ça. C'est les problèmes cruciaux, mais c'est pas nous de les résoudre. Par contre, les exigences, c'est à nous de les poser. Et aujourd'hui, on lance un grand débat, c'est très bien. La démocratie, on va la vivifier. Et puis on continue à fermer les services publics. Mais on ne peut pas poser des exigences sans les financer. Mais je suis d'accord. Mais par contre, pour le moment, il y a quelque chose qui est vicié. Si on nous demande de débattre sur ce qu'on va faire et qu'on continue les destructions qui sont en cours, là, il y a une responsabilité des agents de l'État qui est dramatique. Parce que c'est se moquer du monde. Les gens de Saint-Claude pour la maternité, les gens des trésoreries dans tous les coins du secteur, les tribunaux qui sont menacés, qui étaient en grève récemment, on continue à détruire ça. Donc si on nous dit parlons des services publics et exigeons un moratoire sur ce qui se passe, c'est d'ailleurs ce que lance l'Association des maires ruraux de France. Mais est-ce qu'il n'y a pas, notamment dans les revendications des Gilets jaunes, un paradoxe à demander moins de pression fiscale et plus de services publics ? Marc Paulin ? Je pense, moi, que les Gilets jaunes reposent finalement le sens de notre société. Comment allons-nous vivre ensemble ? Pouvons-nous supporter encore longtemps le reportage de la dame qui vit avec 772 € que vous avez fait, vos collègues de Dijon, mais qui est bouleversant. Et qu'on a diffusé aussi on sur ne peut France pas 3 rester insensible, c'est pas possible. Et c'est chez nous, c'est des gens, et on en a tous comme ça dans nos familles. Mais comment c'est possible que ça reste comme ça ? Heureusement que les Gilets jaunes se sont mobilisés. Et moi, j'appelle la population à se mobiliser, aux blouses blanches de se mobiliser. Parce que c'est insupportable. Et nous pouvons faire autrement. Et nous reposons la question de comment allons-nous le faire. Je pense que les services publics, les services au public pour baisser les inégalités entre les individus par rapport à leur niveau social ou leur lieu d'habitation, eh bien c'est ça le service public. Redonnons un petit peu de sens dans tout ça. Et les Gilets jaunes, finalement, avec tout leur non-sens, toute leur difficulté à se construire, etc., ben finalement, nous recentrent sur le principal. Et je pense que les services publics, nous sommes la base de
qui va unir tout ça. Et il faut vraiment se battre. Et la santé, c'est peut-être l'élément fort. Et nous, on réclame aussi le 100% sécu, en terminer avec le chacun pour soi, chacun sa mutuelle et chacun sa propre capacité à affronter les maladies ou les accidents de la vie. Mais non, c'est à la collectivité de prendre en charge ces maladies telles que l'avaient défini en 1945 les précurseurs de la sécurité sociale. Allez, vous êtes sur France Bleu et sur France 3, il nous reste 2 minutes, ça fait 30 secondes chacun. La question que se posent évidemment tous les Français, c'est comment on va sortir de cette grande incertitude, de ce grand mouvement des Gilets jaunes? Comment on doit s'en sortir d'après vous, Éric Alauzet? Allez, en 30 secondes. C'est au cas par cas, il faut discuter. La santé, j'ai donné quelques pistes. Plus de moyens au personnel pour accompagner les gens, mieux rémunérer si on le peut, et moins de dépenses inutiles, des examens redondants, parfois dangereux, par exemple. Sur l'école, là aussi, il faut regarder si on peut faire des économies sur l'administration centrale pour avoir des enseignants auprès de nos enfants. Dans la campagne et le milieu rural, le guichet, ça compte. Et donc, peut-être qu'il y a des économies à faire ailleurs. On a le pays qui a la dépense publique la plus élevée, malgré l'évasion fiscale, etc. L'évasion fiscale, c'est pas ça qui paye la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est avec les cotisations salariales. Bien. Donc, on cotise beaucoup. Mon boulanger de tout à l'heure, si vous lui demandez de cotiser plus, il peut plus. Il asphyxie. Gilles Bédère. Donc, il faut être raisonnable et faire des économies là où on peut en faire. En quelques secondes, comment vous pensez qu'on peut sortir de ce grand mouvement? Je pense que le grand débat va certainement amener des pistes. Je pense qu'il faut surtout que l'État renoue avec les élus de terrain que nous sommes et nous redonne les moyens d'être des amortisseurs sociaux. Je vous disais ce matin, je n'ai pas pu, moi, mettre 5 000 € pour envoyer des enfants en vacances cet été, parce que mon budget ne me le permet pas. Et peut-être que si on nous donnait un petit peu plus de moyens, qu'on nous rendait les moyens qu'on nous a pris, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu ce mouvement des Gilets jaunes. On n'aura pas le temps de finir le dernier tour de table. Je suis désolé, il faut qu'on rende l'antenne. Merci à tous les quatre. Merci David d'avoir participé tous ensemble à cette émission sur France 3 et sur le réseau France Bleu. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale. Profitez bien de votre après-midi. À bientôt sur vos médias de service public en région.